Conseil de ministres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 21 février 2025 la 32e réunion du Conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption de texte. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'améliorer les conditions des militaires. Rappelons que notre nation traverse actuellement une crise sécuritaire sans précédent dans l'Est de la République, conséquence de l'agression inacceptable perpétrée par le Rwanda et ses alliés, notamment le groupe terroriste M23. Le président de la République a indiqué que cette situation menace non seulement notre souveraineté et notre intégrité territoriale, mais également l'essence même de notre identité nationale. Il a rendu hommage à nos vaillants soldats, placés en première ligne de la défense de notre patrie, qui se dévouent chaque jour au service de la sécurité et de la paix, risquant leur vie pour assurer notre sécurité. Il a martelé qu'il est de notre devoir de leur fournir les ressources nécessaires pour qu'ils puissent se concentrer pleinement sur leur mission. Le président de la République a demandé la mise en œuvre immédiate des mesures destinées à augmenter leur solde des primes de combat, en particulier pour ceux déployés en zones opérationnelles. Il est également impératif de veiller à la prise en charge de leurs familles et dépendants, en particulier pour ceux qui sont au front. Les enfants et les épouses de nos braves soldats méritent soutien et attention, car ils portent aussi le poids de cette guerre. D'où la nécessité de mettre en place des mesures concrètes pour alléger leur fardeau et assurer leur bien-être. La Première ministre a été engagée à ouvrir une réflexion profonde au niveau du gouvernement pour procéder à l'augmentation imminente de la solde et de la prime de militaires, en réservant un cachet spécial à ceux qui sont au front et dans les zones opérationnelles. Le président de la République a insisté sur l'obligation de veiller à ce que tout droit et dû dégager en leur faveur parviennent en temps utile à chaque destinataire directement ou à ses ayants droit. Dans les mêmes ordres, le gouvernement devra trouver des voies et moyens pour générer un statut particulier au profit des épouses et enfants militaires, notamment en ce qui concerne la prise en charge de soins médicaux, les frais de scolarité et autres besoins vitaux. Un rapport est attendu à ces propos dans 7 jours. Le deuxième point portait sur la nécessité d'assurer les fonctionnements réguliers des activités étatiques. La continuité des services publics demeure, même dans l'adversité, un pilier fondamental de la confiance des Congolais aux institutions et à la crédibilité de notre pays sur la scène internationale. Face à cette réalité, le président de la République soutient qu'il est indispensable que tous les agents de l'État assurent leur présence et que les services publics restent accessibles et opérationnels, en particulier dans les secteurs prioritaires, tels que la santé, l'agriculture, l'éducation et l'énergie. Il a souligné que nous devons, par nos actions quotidiennes, garantir que l'État continue de fonctionner de manière ininterrompue pour répondre aux besoins pressants de notre peuple. Le président de la République a exhorté les membres du gouvernement à redoubler d'efforts pour adapter ses méthodes de travail aux réalités actuelles, tout en veillant au respect de nos engagements internationaux, car ceux-ci sont le fondement de notre crédibilité sur la scène mondiale. Le dialogue avec les partenaires internationaux doit être maintenu pour assurer le soutien et la coopération. Dès lors, le président de la République a engagé les gouvernements à mener constamment une campagne de sensibilisation des agents publics sur l'importance de maintenir les services publics même en cette période de crise. La discipline et l'engagement ne devraient connaître aucune faille, a-t-il insisté. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur quelques points, notamment
la restitution de sa participation au 38e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine et à la 1261e session du Conseil de paix et de sécurité de cette institution africaine, à Addis Abeba du 14 au 16 février 2025, où elle a représenté le président de la République, chef de l'État. Elle a annoncé qu'elle va encore représenter les présidents de la République à la 58e session du segment de haut niveau de chefs d'État du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans les mêmes ordres d'idées, elle a tenu à féliciter la ministre des Droits humains, le ministre de la Communication ainsi que toute l'équipe gouvernementale qui a travaillé et obtenu la résolution de cette institution onusienne condamnant clairement le Rwanda et appelant à l'ouverture d'une mission d'établissement des faits pour les crimes commis par l'armée rwandaise dans notre pays. Elle a aussi abordé quelques aspects relatifs au front judiciaire, notamment le procès qui s'est ouvert récemment à Arusha et qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda à la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples. Elle a annoncé l'arrivée prochaine à Kinshasa du procureur de la Cour pénale internationale pour suivre de près les dossiers des crimes commis dans l'est de notre pays. Au sujet du front militaire, elle a rappelé le travail quotidien du gouvernement aux côtés du président de la République qui met tout en œuvre pour que nos forces armées puissent mettre fin à l'agression rwandaise. Elle a appelé à un soutien indéfectible à l'armée et à son commandant suprême, ainsi qu'à la préservation de l'unité gouvernementale à travers une communication coordonnée. La Première ministre a aussi évoqué la nécessité de la mobilisation de toutes nos populations sur les enjeux de l'heure dans les prolongements de la séance de travail qu'elle a tenue le lundi 17 février 2025 avec quelques membres du gouvernement dont les ministères ont un accès naturel et direct avec l'opinion publique. Elle a demandé à l'ensemble des membres du gouvernement d'intensifier au niveau de leurs bases politiques et de leurs espaces géographiques la communication sur les enjeux de la guerre qui nous est imposée depuis 3 décennies par le Rwanda. Elle a insisté pour que toutes ces actions de sensibilisation politique et des mobilisations populaires s'inscrivent dans la perspective du renforcement de l'unité nationale et du respect des valeurs républicaines prônées par le président de la République sans intention d'invective, des stigmatisations ou des discriminations sociales ou ethniques, car la question concerne tous les Congolais. Et pour terminer, la Première ministre a rassuré que la problématique monétaire dans les zones occupées des provinces du Nord et du Sud Kivu a été scrupuleusement examinée au cours de la réunion du Comité des conjonctures économiques tenue sous sa direction le 19 février 2025. La réunion a analysé les modalités des paiements des salaires de fonctionnaires et des primes à nos militaires au front non seulement dans ces deux provinces, mais également dans des contrées environnantes. Invités à la réunion, les responsables des régies financières, des entreprises et organismes publics, des entreprises et banques privées et en leur représentation dans les deux provinces ont été instruits de transmettre au gouvernement dans les plus brefs délais les informations sur la situation actuelle de leurs entités respectives. Des informations complémentaires recueillies auprès d'autres responsables ont permis d'alimenter la réflexion stratégique sur la problématique. Cet ensemble d'informations met l'accent sur les risques liés à la poursuite ou non des activités financières, sur la situation du personnel, sur les niveaux d'activité et de recettes. À cet effet, elle a demandé aux ministres concernés, notamment au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, celui de la Défense, au ministre du Budget, des Finances et de Pétentique, d'examiner la problématique de la gestion des réseaux de télécommunications et de réfléchir sur les modalités de paiement des salaires des fonctionnaires et des primes aux militaires au front du Nord et du Sud Kivu. Les responsables des structures concernées sont tenus d'informer régulièrement le gouvernement de l'évolution de la situation dans les deux provinces précitées. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, prenant la parole, la vice-ministre de l'Intérieur, représentant le vice-premier ministre en mission, a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population a été marqué notamment par l'approbation d'une frange importante de la population des efforts déployés par le président de la République sur les fronts diplomatiques, des exactions et des exécutions sommaires sur le civil
par les terroristes du RDF M23 dans les villes de Goma et de Bukavu, mais aussi dans les localités environnantes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a aussi fait mention de la détérioration de la situation des droits de l'homme dans les provinces du Nord et du Sud Kivu du fait des agissements de l'armée rwandaise et de ses supplétifs. Il a noté que des sanctions ciblées des États-Unis contre le général James Kabarebe et le porte-parole du M23 ont été prises à cause du rôle central qu'ils jouent dans la guerre d'agression en République démocratique du Congo, ayant coûté la vie à plus de 3000 personnes à Goma. En ce qui concerne le banditisme et la criminalité, il a rassuré le Conseil de la poursuite de l'opération Ndobo à Kinshasa et dans d'autres villes. S'agissant de la problématique des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, la réunion d'évaluation entre ministères et services concernés a décidé dans un premier temps de la suspension de la mesure de circulation alternée à partir du lundi 24 février 2025. La Commission nationale de prévention routière et les commissariats provinciaux de la police de Kinshasa ont été chargés de proposer des mesures adéquates après les travaux d'inspection routière prévus le dimanche 23 février afin de préserver la fluidité du trafic routier dans quelques axes de la ville-province de Kinshasa. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a informé les membres du Conseil des détails de la situation opérationnelle et sécuritaire dans les deux provinces précitées, mais aussi en Ituri et dans les opérations qui continuent dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, intervenant en tant qu'invité, a peint le tableau d'une stabilité économique intérieure observée sur les principaux marchés au cours de la semaine précédente, laquelle s'est maintenue cette semaine grâce à une coordination des politiques conjoncturelles. En effet, l'activité productive devrait, d'après les dernières estimations, progresser de 5,4% en 2025 contre 6,0% en 2024. Bien qu'en ralentissement, cette croissance reste supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Au cours de la deuxième semaine du mois de février, les rythmes de formation de prix s'est légèrement accéléré, soit 0,18% contre 0,16% la semaine précédente, portant les niveaux cumulés à 1,35% contre 1,97% à la période correspondante de 2024. En glissement annuel, l'inflation est ressortie à 10,64% contre 22,57% à la même période en 2024. Le cours de change du franc congolais par rapport au dollar américain s'est établi à 2848,76 francs congolais sur les marchés officiels et à 2878,13 francs congolais au parallèle. En cumul annuel, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,12% à l'indicatif et à 0,39% au parallèle. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé le maintien de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires à l'effet de contrebalancer les injections de la liquidité d'origine budgétaire par des ponctions d'origine monétaire, le contrôle permanent de l'évolution de la liquidité bancaire par la BCC afin de ponger la surliquidité de banque, la poursuite des efforts fournis dans l'amélioration de la mobilisation des ressources intérieures afin de financer les dépenses d'investissement, ainsi que la poursuite de l'exécution des réformes structurelles utiles à la diversification de l'économie. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Au nom du ministre de la Santé en mission, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a présenté la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Avant de présenter la situation globale, un accent particulier a été mis sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord Kivu, principalement à Goma. À ce sujet, il a été signalé qu'au 17 février 2025, 313 nouvelles admissions des blessés ont été signalées à Goma, avec un cumul de 4 375 blessés depuis les débuts de cette année et 96 nouveaux décès avec un cumul de 1569
parmi les blessés. En ce qui concerne le Mpox, 143 malades confirmés étaient isolés dans les différents centres de traitement de 3 zones de santé dans la province du Nord Kivu, dont seuls 15 étaient retrouvés en isolement. Il va sans dire que 128 malades se sont évadés des sites d'isolement. Dans la poursuite des actions sur Goma, 1000 poches de sang seront acheminées avec l'appui de l'OMS ce dimanche 23 février, pendant que se poursuit l'enterrement des corps calcinés à la prison des Munzenze ainsi que les ramassages de corps avec l'aide de la CICR. Revenant sur la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, la ministre de l'EPST au nom du ministre de la Santé a fait savoir que comparé à la 5e semaine, la tendance à la 6e semaine épidémiologique est marquée par une légère diminution de cas suspects. Elle a indiqué que les opérations liées à la vaccination se poursuivent normalement. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Projet de mise en œuvre des outils de suivi des actions gouvernementales. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, de la coordination de l'aide au développement a présenté aux membres du Conseil la note d'information relative au projet de la mise en œuvre des outils de suivi des actions gouvernementales CISAG. Son objectif principal est de s'assurer que les résultats des politiques et des programmes, projets prioritaires de développement issus des engagements du chef de l'État et déclinés dans les programmes d'action du gouvernement seront atteints de façon efficace dans le temps et avec les moyens impartis. Spécifiquement, ces projets visent entre autres à apporter un appui technique à la mise en œuvre de projets et programmes prioritaires de ministères sectoriels, d'appuyer les ministères sectoriels dans la mise en place de mécanismes permettant aux structures et services en charge de la mise en œuvre de projets objectifs prioritaires d'examiner régulièrement l'efficacité de leurs actions en rapport avec les objets et les résultats attendus dans le cadre de la feuille de route gouvernementale. Élaborer la stratégie et le plan intégré des communications des livrables et résultats relatifs aux assignations de programmes, projets et prioritaires, entre autres. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Nécessité de réforme de la police universitaire au sein des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a pour sa part informé le Conseil de la nécessité d'amorcer la réforme de la police universitaire en considérant les enjeux sécuritaires actuels au sein des établissements d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. En effet, la très forte croissance au cours de ces dernières années, tant du nombre d'établissements publics et privés d'enseignement supérieur universitaire que du nombre d'étudiants, du personnel enseignant et administratif, crée de nouveaux besoins d'ordre sécuritaire et rend impératif et urgent la mise en place d'un dispositif sécuritaire préventif et dissuasif pour une efficacité avérée au sein des 10 établissements. De plus, les travaux des experts et la direction de la police universitaire ont entre autres mis en exergue les actions qu'il faut mener pour réussir cette réforme. La ministre de l'Enseignement supérieur universitaire a présenté les mécanismes de mise en œuvre de celle-ci et les conseils en a pris acte. Adhésion de la République démocratique du Congo au Conseil des pays producteurs d'huile de palme. La ministre déléguée la ministre d'État, ministre d'Affaires étrangères, en charge de la coopération internationale et francophonie, a présenté la note d'information sur l'adhésion de la République démocratique du Congo au Conseil des pays producteurs d'huile de palme. En effet, créé le 21 novembre 2015, le Conseil des pays producteurs d'huile de palme est une organisation intergouvernementale qui soutient cette industrie à travers une harmonisation des normes de durabilité, mettant l'accent sur les pratiques durables et la résilience du marché. L'organisation poursuit plusieurs objectifs majeurs, notamment représenter les intérêts des pays producteurs d'huile de palme, promouvoir le développement durable de l'industrie d'huile de palme ou encore répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux qui affectent les secteurs. Considérant le profil de notre pays, qui dans les années 70 était le deuxième exportateur d'huile de palme après la Malaisie, il est impérieux que notre gouvernement travaille à réinscrire le pays dans cette dynamique essentielle à son développement, a martelé la ministre déléguée près le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises respectivement lors de la 31e réunion ordinaire du Conseil de ministres
et du vendredi 7 février 2025 et de la deuxième réunion restreinte du gouvernement du mercredi 19 février 2025. Au quatrième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier, projet de feuille de route des réformes gouvernementales du climat des affaires, le vice-premier ministre, ministre du Plan, a soumis pour avis et approbation les dossiers relatifs au projet de feuille de route des réformes gouvernementales sur le climat des affaires. Il s'est appuyé sur l'instruction du président de la République, chef de l'État, lors de la deuxième réunion ordinaire du Conseil des ministres du 21 juin 2024, lui enjoignant d'identifier dans les plus brefs délais, et c'est en attendant le développement d'un plan stratégique pluriannuel, des actions prioritaires à exécuter, de poursuivre avec les mécanismes de suivi et évaluation déjà expérimentés et faire précéder ces initiatives d'une évaluation permettant d'apprécier l'état d'avancement de la mise en œuvre de réformes jusqu'à ce jour. En exécution de cette instruction, les groupes thématiques sectoriels climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements emploi ont organisé les travaux d'évaluation de la feuille de route des réformes sur le climat des affaires, au terme desquels il s'est dégagé la nécessité d'avoir une feuille de route en 3 matrices. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un texte, projet de décret, le ministre de Mines a présenté au Conseil le projet de décret portant modification et complément du décret numéro 19/16 du 5 novembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité des régulations et des contrôles de marché de substances minérales stratégiques soumis par le ministre de Mines. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de décret moyennant amendement. Avant de clôturer le Conseil des ministres de ce jour, le président de la République a appelé tous les Congolais à rester mobilisés et unis autour de lui et de nos forces armées pour venir à bout de cette agression qui sème mort et désolation dans 2 grandes provinces de notre pays. Commencée à 14h46, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h35. Je vous remercie.